Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast Analyse des études de neutralité. Je suis aujourd'hui accompagné par le fondateur des études de neutralité et professeur adjoint de relations internationales à l'Université de Kyoto, le Dr Pascal Bottas. Bienvenue sur votre propre chaîne, Pascal. Merci beaucoup, John, pour cette aimable introduction. Et pour tout le monde, nous venons juste d'introduire ce nouveau format. Alors excusez-nous si nous nous amusons un peu aujourd'hui, car nous essayons vraiment de voir ce qui est possible dans ce format de podcast. J'ai vraiment hâte, John. Oui, moi aussi. Et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et de voir comment vous recevez le nouveau format. Il y aura évidemment beaucoup de petits ajustements et de modifications avant que tout soit fluide. Mais si vous pouvez être patient avec nous aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à aborder, n'est-ce pas? Nous le faisons. Je pense que la première chose que vous avez préparée est en fait une analyse de la situation en Syrie. Oui, c'est exact. Donc, si vous avez suivi les actualités, vous remarquerez que tout a recommencé en Syrie. La guerre dure depuis 2011, donc elle approche maintenant de sa 14e année, ce qui est incroyable et désastreux, bien sûr. La nouvelle est que depuis la semaine dernière, Hayat Tahrir al-Sham a lancé son offensive dans le nord-ouest et a capturé beaucoup de territoires au gouvernement syrien. Ils ont nommé leur offensive « Opération dissuasion de l'agression », ce qui montre que quelqu'un a appris de l'Occident en matière de nomenclature, sinon en tactique. Alors, couvrons ce qui se passe en Syrie et pourquoi. Permettez-moi de sortir la première carte ici, les lignes de front de l'offensive du nord-ouest de LiveMap au 29. Et nous pouvons voir en avançant qu'il y a eu une percée majeure de la part de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, dans le nord-ouest de la Syrie. Ils sont sortis de la province d'Idlib et semblent avoir balayé tout sur leur passage. Et si nous passons à la situation en décembre, nous pouvons voir que Alep a été complètement occupé par les rebelles pour la première fois dans la guerre civile syrienne. Cela vient comme une énorme surprise, n'est-ce pas? Je veux dire, personne ne l'avait vu venir. Ou avez-vous entendu des rumeurs au préalable, selon lesquelles Alep était en fait menacé d'une manière ou d'une autre? Non, je veux dire Alep est la deuxième plus grande ville de Syrie. On pourrait imaginer que c'est une véritable priorité pour le gouvernement Assad de maintenir le contrôle. Et ils ont réussi à le faire tout au long de chaque offensive et de chaque adversité qu'ils ont affrontée jusqu'à présent. Donc ce qui a exactement précipité cet effondrement, que ce soit de nouvelles tactiques ou de l'équipement du côté des rebelles, ou que ce soit un épuisement de la capacité de combat des forces d'Assad ou de son économie, quoi qu'il en soit, cela semble vraiment avoir changé la donne en Syrie. Pour moi, cela a été une énorme surprise. Et je sais que nous y reviendrons probablement dans un instant. Mais le fait que cela se produise, plus ou moins simultanément, avec le cessez-le-feu au Liban, que vous ayez un conflit qui se calme, au moins dans une certaine mesure, et un autre qui se déclenche ici, cela me semble assez suspect. Mais peut-être devrions-nous continuer avec ce que vous avez préparé. Oui, je le pense. Je pense que nous devons mentionner le fait que cette offensive a apparemment commencé le jour même où Israël a signé son cessez-le-feu avec le Liban. Évidemment, tout est tellement interconnecté dans cette région que l'on ne peut que soupçonner qu'il y a un lien quelconque. Donc la première question que je me suis posée en voyant les Kurdes et les FDS du Nord, représentés ici en jaune, et Hayat Tahrir al-Sham avancer tous deux sur Alep de deux côtés, avec les forces gouvernementales se retirant,
était de savoir ce qui se passerait lorsque les deux forces entreraient en contact l'une avec l'autre. Se battraient-elles entre elles ou avaient-elles un accord quelconque? Et nous pouvons voir très clairement ce qui s'est passé ici. Les forces rebelles avaient beaucoup plus de puissance de feu, clairement, que les Kurdes, et ont simplement pris le territoire que les Kurdes avaient pénétré et leur ont dit de partir. Il y a évidemment quelques éléments en jeu ici. Les forces turques en vert clair, l'armée nationale syrienne, ont avancé du nord directement vers le sud. Le HTS a avancé dans différentes directions. Ainsi, les Kurdes, qui avaient avancé dans ce territoire autour d'Alep, et étaient en fait arrivés en premier à l'aéroport d'Alep, entre autres endroits, ont été essentiellement entourés et forcés de partir. Ils ont signé un accord ou convenu verbalement avec Hayat Tahrir al-Sham qu'ils se retireraient d'Alep vers leur territoire principal ici. Mais en réalité, cela représente l'occupation d'une vaste partie du nord de la Syrie, occupée par les Kurdes, par des forces rebelles non kurdes, ce qui est évidemment une crise humanitaire en devenir. Et si nous les appelons forces rebelles, je veux dire, c'est ainsi que les médias occidentaux en parlent régulièrement. Mais nous parlons ici de combattants islamistes assez extrémistes, n'est-ce pas? Et il y a eu au moins une vidéo très horrible d'une décapitation que ces forces ont réalisée pendant les premiers jours. Et ce ne sont pas exactement le genre de personnes que les Kurdes ont voulu sur leur territoire, jusqu'à présent. Du moins d'après ce que je comprends. Est-ce à peu près correct? Oui, je pense que oui. Hayat Tahrir al-Sham est une organisation très intéressante parce qu'ils tirent leur héritage d'Al-Qaïda et d'Al-Nusra, mais je pense qu'il serait injuste de dire qu'ils sont exactement les mêmes. Il y a eu ce grand mouvement pour un peu redorer leur image afin d'être plus acceptables pour l'Occident, peut-être, en termes de ce qu'ils font et de ce qu'ils croient. Mais il y a certainement une base islamiste. Je pense que l'extrémisme de cette base est sujet à débat. Mais oui, ensuite vous avez l'armée nationale syrienne qui est absolument soutenue à fond par la Turquie. Et comme la Turquie et la population kurde ont une longue histoire mouvementée, je pense qu'on pourrait dire que les Kurdes sont réticents à être occupés par cette force, disons. Désolé. Tout comme les territoires contrôlés par les Kurdes sont quelque chose que le gouvernement turc déteste voir, n'est-ce pas? C'est quelque chose auquel Erdogan s'oppose et où Erdogan est en désaccord avec les forces américaines là-bas, qui collaborent avec les Kurdes depuis, eh bien, peut-être pas depuis le premier jour, mais sont devenus le principal soutien comme la grande puissance derrière eux. Est-ce aussi, dans une certaine mesure, une escalade de la Turquie contre les forces de la coalition américaine? Je pense qu'il est difficile d'aller aussi loin. La Turquie a été très active militairement à ce qu'il semble, mais pas dans les zones où la coalition soutenue par les États-Unis est forte. Il y a eu quelques frappes turques dans la partie est, mais très limitées en ampleur. Et ce n'est évidemment pas là que se produisent tous les changements territoriaux. La véritable histoire de la Syrie n'est pas ces petites zones périphériques, mais l'occupation de ce territoire et la chute d'Alep aux mains de Hayat Tahrir al-Sham. Maintenant, je pense qu'il est important de se demander pourquoi les rebelles ou les islamistes ont soudainement réussi autant. Et je pense qu'il y a deux, peut-être trois questions que nous pouvons poser. Donc la première et la plus évidente est jusqu'où ira l'offensive. Il semblait qu'ils balayaient tout sur leur passage dans les premiers jours. Ce conflit n'a qu'une semaine au moment de l'enregistrement de cette offensive, et il semble que les rebelles n'ont été arrêtés qu'au nord de Hama,
ce qui est à une distance considérable de la frontière d'origine. Ils se précipitaient vers Damas dès le début. Donc, la question est de savoir si la Syrie et ses alliés seront capables d'arrêter les rebelles à ce stade et de stabiliser le conflit ici, ou s'il y aura d'autres effondrements et changements territoriaux de part et d'autre. Il est très difficile d'évaluer cela sans avoir une connaissance complète et approfondie de la situation militaire sur le terrain, ce qui, comme nous recevons les nouvelles au fur et à mesure qu'elles tombent, est évidemment assez difficile à faire. La prochaine question est donc, pourquoi l'armée syrienne s'effondre-t-elle si rapidement? Et je pense que nous pouvons commencer à spéculer sur quelques points ici. Peut-être est-il temps de parler brièvement du Liban, car nous avons tout un segment sur le Liban après celui-ci. Il est bien connu que le gouvernement de Bachar al-Assad et ses forces sont soutenus en Syrie par un certain nombre d'autres facteurs, y compris le Hezbollah. Et le Hezbollah a bien sûr été très affaibli par 2 mois de bombardement par Israël. Bien que je ne puisse pas vérifier cela à partir de rapports directs sur le terrain, il y a 2 arguments que j'ai entendus pour expliquer pourquoi l'armée d'Assad est si faible ici par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. L'un des arguments est que de nombreux combattants et équipements du Hezbollah ont été retirés de l'arène syrienne vers le Liban pour aider à repousser l'incursion israélienne ou pour combattre contre Israël à la suite des attaques du 7 octobre et de la guerre contre la Palestine depuis l'année dernière. L'autre argument est que, en raison de l'intensité de ce conflit, Assad lui-même a été obligé de retirer ses propres unités de la partie nord de la Syrie vers la frontière israélienne, au cas où il y aurait un débordement significatif des forces israéliennes sur le terrain. Maintenant, je ne peux vérifier aucun de ces arguments, mais je pense qu'ils sont tous 2 logiques. Quel est votre instinct en entendant cela, Pascal? Cela aurait du sens, parce que la plus grande question a été pourquoi cette force de combat, autrefois redoutable, qui tenait, même à l'époque où Alep était très intensément disputée, je pense autour de 2015, il y avait des combats très intenses, et les forces syriennes de Bachar al-Assad n'ont jamais réellement perdu le contrôle du domaine de la citadelle, les parties les plus fortifiées et anciennes d'Alep. Alors que maintenant, elles se sont complètement effondrées, retirées et ont abandonné. Et il n'y avait pas beaucoup de combats au départ. Maintenant, l'élément de surprise, bien sûr, était énorme. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit dans l'introduction, pourquoi la 2e ville la plus importante ne serait-elle pas correctement défendue? Cela a donc à voir avec le Liban. Cela a à voir avec le fait que, dans l'ensemble, le Hezbollah et les forces d'Assad en Syrie, ainsi que l'Iran, font en réalité partie du même système qui a évidemment été dégradé, pour une raison ou une autre, par ce qui s'est passé au Liban, ce qui serait tout à fait logique. L'autre explication serait bien sûr qu'une horrible mauvaise gestion a eu lieu. J'ai entendu cela dans d'autres podcasts, que l'une des grandes frustrations des Russes, qui sont les puissants soutiens du gouvernement Assad et de ses forces, est en fait très frustrée, non pas tant par les Turcs ou même par Israël, mais beaucoup par leur propre allié, la Syrie, qui n'a pas réussi à éradiquer certaines formes de corruption systémique au sein de la force de combat. Forms of systemic corruption inside the fighting force. Now also this one is pure conjecture. Maintenant, cela aussi est pure conjecture. Je ne sais pas. Ce sont les suppositions sur le terrain, mais il est en fait probablement probable que ce soit une combinaison de ces facteurs allant de pair. Encore une fois, si vous me demandez quelle est la cause la plus immédiate, je parierais sur la manière dont les forces syriennes travaillaient avec le Hezbollah, à quelque niveau que ce soit. Et en effet, la dégradation du Hezbollah a maintenant aussi pour effet secondaire d'avoir fortement impacté les forces armées syriennes.
impacted Syria is the Syrian armed forces very heavily. Oui, je pense que c'est une très bonne analyse et on ne peut pas écarter le potentiel de corruption. Évidemment, nous ne basons pas cela sur des preuves journalistiques qui, je pense, sont assez rares concernant l'organisation interne de l'armée arabe syrienne. Mais c'est certainement une possibilité à considérer. De l'autre côté de la médaille, il n'y a pas seulement l'argument de savoir comment l'armée d'Assad est soudainement si faible, mais aussi peut-être comment les rebelles sont soudainement si forts. Et la question est de savoir qui ou quoi a transformé ces rebelles en une force de combat efficace au cours des 4 dernières années. Et si vous deviez spéculer sur quelles armes ou équipements pourraient avoir été fournis, ou qui serait impliqué, quels acteurs régionaux auraient un intérêt dans ce genre de développement? Qui soupçonneriez-vous de ce genre de choses? Eh bien, je veux dire, sans aucune preuve de cela, je dirais simplement qu'une chose logique qui pourrait se produire ici serait qu'il y ait en fait une certaine technologie fournie par l'Occident impliquée. Et nous avons vu cela à maintes reprises. Comment les États-Unis et aussi l'Europe ont été activement impliqués dans des opérations clandestines pour soutenir tout type d'ennemi de votre ennemi, n'est-ce pas? Même au détriment de ceux qui pourraient alors potentiellement devenir le prochain ISIS, littéralement, ou les talibans en Afghanistan dans les années 80, n'est-ce pas? Cette utilisation de proxy pour affaiblir un ennemi principal a une longue histoire. Encore une fois, ici aussi, je n'ai rien à montrer, comme un document ou un mémo. Nous avons maintenant des discussions sur les armes que nous voyons être déployées, dont certaines semblent pointer vers un équipement occidental, ou du moins aussi en fait un équipement turc dans une certaine mesure. Peut-être avez-vous trouvé dans vos recherches des indications de cela. Donc, je n'ai rien trouvé que l'on pourrait décrire comme un élément décisif. Et évidemment, comme je ne suis pas un expert en équipement militaire, je ne peux pas dire à partir des photos que j'ai trouvées quel équipement est quoi. J'ai une photo que j'aimerais montrer dans un instant, si je parviens à comprendre comment faire, d'une photo prise par les rebelles à Alep, ayant capturé ce qu'ils prétendent être un système Pantsir II russe. Beaucoup d'entre eux portent ce qui semble être un équipement assez raisonnable, y compris des casques de combat avec les emplacements pour GoPro que l'on voit souvent sur les plus modernes. Je me demandais si notre public pouvait jeter un œil à cela et voir s'il reconnaît un quelconque équipement sur cette photo et déterminer s'il a été capturé à l'armée d'Assad ou s'il a été fourni par une autre puissance. Nous allons montrer cela dans un instant quand nous aurons compris comment faire. Mais l'autre chose que je pense vraiment importante est que les rebelles ont utilisé beaucoup de drones à ce stade du conflit, ce que nous n'avions pas vu auparavant. Bien que, pendant que vous cherchez l'image, je veux dire, la guerre par drone est l'une des plus grandes révolutions dans la guerre militaire que nous ayons vues au cours des, je dirais, 3 dernières années. La guerre par drone n'était pas une réalité avant que le conflit ukrainien n'explose à grande échelle en 2022. Et puis soudainement, il est devenu clair que ces drones ont changé tout le jeu stratégique sur le terrain pour les forces d'artillerie, n'est-ce pas? Ce n'est pas tant leur impact en tant que remplacement des systèmes de missiles, mais comme moyen de surveillance du territoire. Curieusement, très similaire à la façon dont les ballons ont commencé à changer la guerre à la fin du 19e siècle, en ce sens que vous pouviez simplement voir ce qui se passait. Et je pense que cette guerre de drones, qui se déroule à nouveau cette fois-ci, est probablement plus attendue, car les drones dans tout nouveau théâtre de conflit deviendront significatifs. Un autre point à leur sujet, cependant, est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'une grande base de fabrication pour cela, n'est-ce pas?
Ces drones, en particulier ceux que les Ukrainiens ont utilisés, sont comme des drones commerciaux fabriqués en Chine. Ceux que vous et moi pouvons acheter dans n'importe quel type de magasin de bricolage ou de magasin informatique. Ils les reconfigurent ensuite pour transporter des bombes et des bombettes et surveiller une zone, ce qui est assez fantastique. Cela semble être de la haute technologie, mais en réalité, c'est plus de la basse technologie dans la façon dont cela peut être déployé et approvisionné, surtout. Alors, quel est votre... Oui, je suis d'accord avec ça. Absolument. Les drones sont une technologie très bon marché, et je pense que l'Ukraine affirmait qu'elle pourrait essentiellement en produire à un rythme de 100 par jour au cours de l'année prochaine, ce qui est probablement une exagération. Mais cela montre bien à quel point on peut produire ces choses en masse. Maintenant, les rapports sur ces drones les ont appelés drones Shahin. Shahin est le nom d'un drone qui est en fait de conception jordanienne, et c'est un drone kamikaze, un drone suicide. Maintenant, ce qui est intéressant à noter cependant, c'est que Shahin est aussi, je crois, le mot arabe pour faucon. Il se pourrait donc que ce soit simplement un mot générique pour les drones de combat. Je ne parle pas arabe, donc je ne peux pas vous le dire plutôt que ce design particulier. Mais s'ils sont de conception jordanienne, alors je pense que c'est une caractéristique intéressante à noter. La dernière chose, ce sont les drones dont vous avez peut-être beaucoup entendu parler dans le contexte ukrainien. Ce sont les drones Shahed, qui peuvent sembler similaires, mais c'est une technologie complètement différente. C'est un drone iranien qui est généralement plus grand et plus cher, autant que je sache. Maintenant, la photo que j'ai mentionnée plus tôt est celle-ci. Je crois que c'est Hayat Tahrir al-Sham à Alep. Essayons d'augmenter un peu la taille de celle-là. Donnez-moi juste une seconde. Un mètre ici. Pouvez-vous le décrire un peu plus? Bien sûr. Donc pour ceux qui écoutent, vous avez un groupe d'hommes qui semblent arabes en tenue de combat de toutes sortes, portant des fusils d'assaut et portant un mélange d'équipements de camouflage, de casquettes de baseball et de casques de protection, se tenant devant ce qui semble être un système anti-aérien ou de défense aérienne. Ce que j'ai remarqué auparavant, ce sont les emplacements GoPro dans les casques, ce qui implique que ce ne sont pas des technologies obsolètes. Ils sont au moins raisonnablement modernes. Quand j'ai vu des images de l'armée arabe syrienne, ils ne semblaient pas mieux équipés que cela. Je pense donc qu'il est juste de dire à propos de HTS que nous avons affaire à deux adversaires de même niveau, du moins en termes d'équipement d'infanterie, ce qui est un indicateur limité de leur efficacité globale. Mais ensuite, bien sûr, il s'agit d'un groupe de personnes qui vient de capturer la ville. On peut s'attendre à ce qu'ils aient également pillé un grand nombre d'armements laissés sur place. Ils ont peut-être tous simplement sorti ces casques directement du stockage, et ça pourrait complètement surreprésenter leur capacité générale. Donc, juste un mot de prudence à ce sujet. D'accord. Mais c'est exactement le point que beaucoup de gens vont maintenant essayer de comprendre. Comment était-il possible que les Syriens ne l'aient pas vu venir, n'est-ce pas? Je veux dire, si c'est une attaque bien préparée et bien structurée, avec un bon équipement, au moins les forces de la région auraient dû avoir une certaine information à ce sujet. C'est la même chose que nous nous demandons avec l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, n'est-ce pas? Et cela amène beaucoup de gens à spéculer toutes sortes de choses sur cette attaque, ayant été connues ou annoncées, mais n'ayant pas été prises au sérieux, ou si c'était intentionnel ou non, peu importe. Mais la question est, comment de telles manœuvres de grande envergure sont-elles possibles sans que l'autre camp soit réellement autorisé à le faire?
Parce qu'encore une fois, il faut rassembler beaucoup de forces pour cela, et beaucoup d'équipements. Ce qui est quelque chose que l'on penserait qu'au moins quelqu'un d'aussi technologiquement avancé que les Russes, qui sont directement alliés à la Syrie, détecterait d'une manière ou d'une autre dans leur surveillance. Mais apparemment, non. C'est un très bon point. Je pense que bien que les capacités de renseignement de la Syrie d'Assad et d'Israël soient complètement incomparables en termes de technologie, de ressources, de financement, etc., on pourrait au moins s'attendre à ce que les Russes soient un peu plus réactifs à ce sujet. Cependant, il convient également de souligner que le HTS, comme beaucoup de groupes syriens, est par nature une force militaire assez dispersée. Il est donc peut-être plus difficile de vraiment localiser un renforcement militaire là-bas. Mais nous savons que les Russes étaient conscients que quelque chose se passait car ils ont intensifié leurs bombardements, leurs frappes aériennes à Idlib dès octobre. Il était donc clair qu'ils avaient une idée que quelque chose se passait. Et en effet, les frappes aériennes ont continué tout au long de cette phase du conflit la semaine dernière à Idlib et dans d'autres territoires rebelles récemment occupés. Le problème ne semble pas être dans les airs, mais au sol, que les Syriens ont été incapables, pour une raison quelconque, de résister à cette attaque, ou peut-être, comme vous le dites, de la prévoir. Le point suivant que je veux souligner cependant est que peu importe qui vous pensez peut ou ne peut pas soutenir HTS, et vous imaginez qu'ils doivent être soutenus par quelqu'un, cela ne peut pas être un assemblage purement indigène et autodirigé d'une force militaire. Les armées nécessitent beaucoup de soutien économique, ne serait-ce que pour fonctionner. Il est important de souligner que la seule région que la province d'Idlib borde, à part la Syrie d'Assad, est la Turquie. Donc quiconque soutient HTS, vous imaginez qu'il doit le faire avec la compréhension tacite de la Turquie, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. C'est pourquoi d'autres podcasteurs pointent en fait du doigt la Turquie et l'influence d'Erdogan, ainsi que la possibilité que ce soit essentiellement Erdogan qui se venge des humiliations précédentes par la Russie. C'est l'une des théories qui circulent. Mais, je veux dire, comment pourrait-on autrement arriver à ces positions? Exactement. Il faudrait anticiper une certaine implication turque, ou au moins fermer les yeux si une autre force soutenait HTS ici. Mais oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la Syrie de si près, il est important de souligner qu'il y a eu un certain nombre d'interventions militaires turques majeures en Syrie. Et la relation entre la Turquie et la Syrie, je pense, est vraiment essentielle pour comprendre comment la guerre civile syrienne s'est développée. Car jusqu'en 2011, la Turquie et la Syrie avaient en fait de très bonnes relations. Autant que je sache, ils avaient des frontières relativement fluides. Ils s'engageaient dans le commerce et la coopération sur un certain nombre de questions internationales. Mais déjà à la fin de 2011, la Turquie avait complètement changé sa position envers le gouvernement Assad et s'était plus ou moins alignée avec le reste de l'OTAN en le déclarant un dirigeant illégitime, en exigeant un changement de régime et en soutenant activement et finançant les rebelles en Syrie. C'est donc un changement de position vraiment intéressant. Que pensez-vous au niveau géostratégique pourrait avoir informé cette décision? Cela a été pour moi l'une des grandes énigmes, comme la façon dont il a été possible que la Syrie puisse s'effondrer si rapidement. Je veux dire, nous savons que la Syrie était sur la sellette en ce qui concerne les alliés occidentaux, mais je pense généralement à la Turquie comme étant distincte à cet égard. L'un des grands facteurs pour la Turquie, pour Erdogan, était certainement la population. Et cette question des Kurdes
et la haine viscérale d'Erdogan envers l'aile militante kurde à l'intérieur de la Turquie, le PKK, ainsi que la représentation kurde à l'intérieur de la Turquie. And also the Kurdish representation inside Turkey. And actually, Erdogan is. En fait, Erdogan est responsable de la fin de la réconciliation kurdo-turque, ce qui était également représenté par le fait qu'il y avait une faction kurde entière, relativement importante, au Parlement turc. Il y avait une aile politique du PKK qui était présente là-bas, et si je ne me trompe pas, c'était en 2015 ou même plus tôt, qu'Erdogan a essentiellement dissous le Parlement et commencé à arrêter ces figures politiques afin de renforcer sa propre position en Turquie, puis a appelé à de nouvelles élections, annulant ainsi beaucoup de la bonne volonté qui avait été établie auparavant. Undid a lot of the goodwill that happened beforehand, and then the transnational. Et puis, la nature transnationale des Kurdes a toujours été un problème pour lui. Il a commencé à établir des zones frontalières à l'intérieur de la Syrie, des zones tampons, qui, à ma connaissance, fonctionnent assez bien pour la Turquie, mais pas pour la Syrie, et certainement pas pour les Kurdes. Ce jeu de pouvoir géostratégique, visant à gérer non seulement les ressentiments qu'a Erdogan, mais aussi tout l'aspect du contrôle de la population dans ces zones frontalières, je pense, doit jouer un rôle majeur dans ces décisions. Pensez-vous que les gains territoriaux ou matériels constituent une part importante de cette décision ou de cette stratégie? Ou s'agit-il davantage du contrôle de ces populations? Je ne pense pas que quiconque, à part ces rebelles, les rebelles modérés, comme les appelle l'Occident, ou ces forces combattantes très islamistes, ait de sérieuses ambitions territoriales. Désolé, je dois encore dire Israël à part, car bien sûr Israël occupe le plateau du Golan, qui est un territoire syrien. Supposons qu'Israël ne soit pas une force directement impliquée dans cela, qui pourrait gagner territorialement. Je n'ai entendu personne suggérer que la Turquie pourrait être intéressée par plus de terres autres que ces zones frontalières, ces territoires tampons, également pour y placer des populations. C'est donc plutôt une question de savoir comment. Pour la Turquie, c'est plutôt une question de savoir comment créer une ceinture de sécurité et une ceinture de contrôle de la population autour d'elle, plutôt que d'essayer d'absorber davantage. Parce qu'encore une fois, je veux dire, si la Turquie commençait à absorber plus de personnes de ces zones frontalières, ce seraient des populations qu'elles-mêmes n'accueillent pas vraiment. Du moins pas les nationalistes d'Erdogan. Ils ne voudraient pas vraiment de ces personnes à l'intérieur de leur territoire. C'est déjà assez problématique qu'il y ait une grande population kurde qui... Bien sûr. Je veux dire, ma lecture assez basique de la situation à l'époque était que c'était peut-être aussi simple que la Turquie ne voulant pas être du côté des perdants. Je veux dire, ils avaient vu ce qui se passait pour l'Irak. Et peut-être s'attendaient-ils à ce que la Syrie s'effondre beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a fait, comme beaucoup de régimes du soi-disant printemps arabe se sont effondrés assez rapidement. Peut-être ne comptaient-ils pas sur le fait que la guerre civile syrienne durerait si longtemps et pensaient qu'il serait peut-être mieux de s'allier avec l'Occident dans ses tentatives d'intervenir militairement directement en Syrie, plus qu'ils ne l'ont réellement fait. Je veux dire, ils l'ont fait. La Turquie est intervenue directement. La Turquie l'a fait, oui, mais l'Occident non. Ah, désolé. Je ne pouvais pas identifier de faction au sein de l'Occident, au sein de l'OTAN, qui serait principalement responsable de cela. Mais nous savons que cela s'inscrit dans le cadre plus large des opérations de changement de régime qui ont vraiment commencé en Irak, puis se sont poursuivies en Libye et ont essentiellement pris fin en Syrie, où le changement de régime était inachevé.
n'est-ce pas? Je veux dire, Assad, Damas, était sur le point de tomber. Et puis cela ne s'est pas produit à cause de la contre-offensive à grande échelle que les Russes ont particulièrement menée et de l'impasse qui a été atteinte. Mais pour moi, je veux dire, nous savons qu'il y a encore des gens à Washington et à Bruxelles qui pensent qu'Assad doit partir. Je veux dire, doit subir le même sort que Hussein. Et Kadhafi, oui. Dans mon souvenir, il y a eu 2 incidents majeurs où une intervention militaire directe, ou du moins une soi-disant zone d'exclusion aérienne, était probable. L'un d'eux étant en 2013, après les attaques chimiques de Ghouta, et l'autre en 2016. Bien que je ne me souvienne pas des détails exacts, je crois qu'il y a eu un vote au Parlement britannique concernant une zone d'exclusion aérienne en Syrie et son imposition. Maintenant, je pourrais me tromper légèrement sur la date, mais il me semble que nous étions très proches. Et certainement, les personnes à qui j'ai parlé dans l'armée britannique à l'époque étaient convaincues que le prochain endroit où elle serait probablement déployée était la Syrie. Donc je pense que nous en étions très proches. Je voulais juste mentionner du côté de la Turquie et de la Syrie et de ses interventions militaires. J'ai trouvé 5 grandes opérations militaires menées par la Turquie en Syrie, à savoir l'opération Bouclier de l'Euphrate en 2016-17, l'opération Rameau d'Olivier en 2018, l'opération Source de paix en 2019, l'opération Bouclier du printemps en 2020, et ce qui est actuellement appelé l'opération Aube de la liberté, menée par le SNA soutenu par la Turquie, qui se déroule en ce moment. Il y a quelques éléments que j'ai remarqués à leur sujet. Tout d'abord, ils ont adopté la nomenclature occidentale classique, consistant à appeler ce qui est effectivement une offensive militaire par le nom le plus pacifique que l'on puisse trouver. Apparemment, plus l'opération est offensive, plus le nom trouvé est pacifique, ce qui ne peut s'empêcher de faire sourire légèrement. Ce serait hilarant si ce n'était pas si tragique, tout comme avec les opérations en Irak et en Afghanistan, et ainsi de suite. Ces opérations ont tué des dizaines de milliers de personnes sous le nom de la paix et de la liberté, n'est-ce pas? Mais bon, désolé, c'est hors sujet. Non, absolument, et il est important de le souligner et de l'accentuer. L'une des difficultés de couvrir ce genre de sujet est qu'on en arrive à un point où une sorte d'humour de tranchée s'installe, et je comprends que ça puisse sembler peut-être insensible aux personnes qui regardent. Mais je pense qu'il faut quelque chose comme ça juste pour traverser tout le matériel parfois. Je veux attirer une attention particulière sur l'opération Bouclier de printemps, qui était la dernière grande opération militaire en Syrie, avant celle qui se déroule actuellement. C'était en 2020. Essentiellement, une combinaison de forces syriennes et russes repoussait les rebelles sur tous les fronts à Idlib. Ce n'est que l'intervention de l'armée turque, l'intervention directe de l'armée turque contre l'armée syrienne, qui a arrêté cette offensive. Les discussions et négociations qui ont suivi entre Erdogan et Poutine ont abouti au genre de conflit gelé que nous avons eu ces 4 dernières années. Donc, je pense que c'est particulièrement important. La raison pour laquelle HTS survit encore pour lancer cette offensive et prendre Alep est que l'armée turque est intervenue directement pour les sauver il y a 4 ans. D'accord. L'entrelacement complexe de ces acteurs individuels est immense. Aussi parce qu'il y a tellement de petits acteurs mineurs, n'est-ce pas, qui parviennent encore à agir de manière assez indépendante. Bien que la question soit toujours « D'où obtiennent-ils l'argent et les armes ?» Oui, bien sûr. Mais s'il vous plaît, oui. Non, je veux juste passer à autre chose, parce que je suis conscient que ce segment prend beaucoup plus de temps que prévu,
car tant de choses se sont passées. Et il vaut la peine de souligner que les grands perdants de cela ne sont même pas Assad, bien que je sois sûr que ses forces auraient subi un choc moral massif en perdant Alep. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux aurait vu cela venir, et il serait intéressant de voir comment ils peuvent se remettre de cela. Mais aussi, les Kurdes du nord de la Syrie viennent de voir leur territoire complètement envahi par des forces essentiellement hostiles. Il y a eu un rapport selon lequel des dizaines de milliers de réfugiés qui avaient fui l'invasion turque antérieure d'Afrin lors de cette opération en 2020 sont maintenant piégés dans la poche fermée de Tal Rifat, pratiquement sans eau ni nourriture par des températures glaciales, attendant un corridor pour pouvoir retourner sur le territoire contrôlé par les Kurdes. Il semble donc qu'une autre vague massive de personnes déplacées ait été créée par cette opération. Oui, ce qui exercera inévitablement une pression sur la Turquie à nouveau, en fait, et selon l'évolution des choses, également sur l'Union européenne. Mais la direction des flux de réfugiés résultant de cette situation n'est pas encore claire. Oui, c'est certainement vrai. Nous devrions également mentionner ce que fait l'Occident ici, car je pense qu'il est toujours utile de souligner ce que fait l'Occident, parce que, eh bien, nous sommes l'Occident, et donc nous avons techniquement plus de contrôle, idéalement, sur ce que fait l'Occident que sur ce que fait quiconque d'autre, même si cela ne se passe pas ainsi. Donc je pense qu'il est juste de dire que la stratégie de l'Occident autour de la Syrie, depuis qu'ils ont été privés d'un appétit public pour la guerre et pour une intervention militaire directe, a été très limitée à essayer de couper les connexions d'Assad avec l'Iran, l'Irak et quiconque pourrait le soutenir. C'est pourquoi les bases militaires américaines sont dans la région kurde à l'est. Et récemment, pendant que cette offensive avait lieu, l'Occident n'était pas, autant que je sache, du tout impliqué dans les combats dans le nord-ouest via des frappes aériennes ou quoi que ce soit de ce genre. Mais ils étaient impliqués à l'est dans le bombardement de Deir ez-Zor et du passage frontalier vers l'Irak à Souaya. Il y a également des rapports selon lesquels des éléments des forces de mobilisation populaire irakiennes envoyaient leurs propres unités, peut-être des milliers, selon certains rapports. Cependant, encore une fois, rien de tout cela ne peut être confirmé à travers ce passage frontalier étroit. Et l'Occident est en fait dans une très bonne position pour intercepter ceci. Je vais afficher la carte dans un instant, précisément pour la raison qu'il y a une seule route, plus ou moins une seule autoroute, menant de ce passage frontalier vers le nord, puis traversant de Deir ez-Zor vers Damas. Et vous ne pouvez pas traverser directement là-bas parce que le désert syrien est sur le chemin. Et donc, il leur est très facile d'intercepter cette ligne d'approvisionnement. Désolé, je n'ai pas cette carte ici. Pas de problème. Voyons voir. Donc, c'est l'implication de l'Occident sous le nom de la coalition internationale. Je ne pense pas que quelqu'un ait réellement identifié à qui appartiennent les avions de la coalition internationale, mais je soupçonnerais que c'est l'armée de l'air américaine ou ses mandataires. Cela semble être un pari sûr. Oui, surtout s'il y a un champ pétrolifère de valeur à proximité, comme nous le savons bien, avant et après les commentaires de Donald Trump sur le pétrole. Nous avons le pétrole, nous garderons le pétrole. Et nous savons qu'ils ont fait de la contrebande de pétrole hors de Syrie pendant tout ce temps, au moins depuis 2016, sinon 2017. Le pétrole syrien, n'est-ce pas? Oui, la région kurde contrôle essentiellement tous les champs pétrolifères de la Syrie. Et c'est la région qui est parsemée de bases militaires américaines et de troupes sur le terrain. Donc oui, il est très clair quelles sont les priorités de l'Amérique dans la région.
Oui, ce qui est probablement aussi une indication de pourquoi ce qui se passe en ce moment se passe là-bas, à Alep, et non près des champs pétrolifères. Parce que si c'était le cas, nous aurions déjà une intervention de l'OTAN et plus de tempêtes de liberté, etc., essayant de protéger les champs pétrolifères. Mais peut-être que c'est trop de cynisme à ce stade. John, nous sommes déjà à 40 minutes. Je pense que nous devons conclure la première partie de notre podcast. Y a-t-il quelque chose à ajouter de votre point de vue sur la situation? Parce que vous venez de nous donner la conclusion. Oui. Non, je voulais juste vous poser des questions sur les prévisions pour la Syrie. Autant que je puisse voir sans avoir une compréhension vraiment détaillée de ce qui se passe sur le terrain, cela pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il y a un potentiel pour que les rebelles repoussent les Syriens et entrent à Hama et peut-être au-delà à Homs. Certainement, s'ils atteignent Homs, alors nous annonçons déjà la fin du gouvernement Assad, même si ce n'est pas la guerre civile syrienne. Mais il est également possible que les rebelles se soient trop étendus et que lorsqu'ils rencontrent les unités plus disciplinées et mieux entraînées de l'armée syrienne, telles que la 4e division blindée ou la garde républicaine syrienne, leur succès s'évapore. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Mais je pense que la chose la moins probable qui puisse arriver est une stabilisation sur les frontières actuelles. Non, il n'y aura pas nécessairement de réaction. Une grande question que je me pose, est-ce tout? Et la Syrie est-elle la cible principale? Parce qu'à l'heure où nous parlons, et nous aborderons probablement ce sujet la semaine prochaine, une autre grande crise émerge. Et c'est la Géorgie et les manifestations gouvernementales qui s'y déroulent, qui ne sont en rien organiques, d'après ce que je peux voir. Je parlerai demain avec Laza Kazaradzi à ce sujet. Mais si en Syrie, vous avez maintenant une situation très désordonnée, et que vous combinez cela avec une situation désordonnée en Géorgie, qui sont toutes deux des lieux stratégiques très importants pour la Russie, alors il pourrait y avoir un élément de tentative de pression sur tous les alliés de la Russie. Pas des alliés, désolé c'est le mauvais mot. Je veux dire, la Géorgie n'est pas un allié de la Russie. Le gouvernement géorgien actuel n'est pas un allié. C'est tout simple si on pas le cas. C'est ce que l'Occident essaie de nous vendre, mais ce n'est pas le cas. Le point est que c'est une région stratégiquement importante. Si la Géorgie devait connaître un second Maïdan et en gros forcer la main des Russes en termes de contrôle de ces deux provinces géorgiennes, ou peut-être même inciter à plus d'interventions là-bas et lier les forces russes, il pourrait y avoir un jeu plus vaste en cours qui n'est pas encore entièrement transparent. Je suis très méfiant quant au timing de ces événements qui se produisent tous en même temps. Le cessez-le-feu au Liban, l'escalade en Syrie et les manifestations de masse en Géorgie, comme les manifestations de type Maïdan. J'attends d'avoir plus d'informations. Mais en fait, peut-être que la Syrie n'est même pas la cible principale ici. Peut-être que la cible principale se trouve bien plus au nord. Sur cette note, je pense que nous pouvons conclure. Veuillez nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Nous avions prévu de couvrir un peu plus de sujets, mais c'est la première fois que nous faisons cela, et nous avons donc des difficultés de croissance en essayant de tout organiser. Veuillez être indulgents avec nous, et nous espérons vous offrir une expérience plus aboutie la semaine prochaine. Mais faites-nous part de vos commentaires, de ce que vous pensez du nouveau format, et si c'est agréable à écouter, et surtout ce que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Quels sujets en relations internationales sont importants pour vous et sur lesquels vous aimeriez avoir l'avis et l'expertise de Pascal? Et oui, nous avons hâte de vous entendre. Merci beaucoup et au revoir de ma part. Merci, John.